Bonsoir. Sans nostalgie aucune, faisons un tour dans l'histoire pour oser le parallèle. Il y a 48 ans, l'homme politique et écrivain français Alain Peyrefitte publiait alors en 1973 un ouvrage prophétique « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Ne vous y méprenez, surtout pas, il ne s'agit pas de la Chine en tant que telle, ce pays-continent dans cette émission, mais plutôt d'un véritable continent, l'Afrique, qui se voit debout, conquérante et émergente en 2063, c'est-à-dire dans 42 ans. Telle est en tout cas la réalité vue de l'Union africaine à travers son fameux agenda 2063, dont l'objectif global est simple, faire du continent une puissance mondiale. Tels aussi les regards croisés de près d'une vingtaine d'intellectuels et chercheurs qui nous livrent ce livre « Indus-Tradition de l'Afrique » ou le temps des traditions pour l'industrialisation et l'émergence du continent noir. En rupture d'avec la révolution industrielle du 19e siècle opérée par l'Occident sur la base des sources d'énergie, celle du berceau de l'humanité aura pour fondement et fondation nos traditions. Comment et avec quel patrimoine notre invité en parle à livre ouvert dans cette édition d'Actualité Hebdo. Charles Binam Bikoy, directeur de recherche et professeur dans plusieurs universités, est secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Professeur Charles Binam Bikoy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment cela se dit dans votre langue? Bonsoir et bienvenue. Très bien. Alors, sur la question des langues et des traditions, justement, il semblerait que ce soit votre lot quotidien au Cerdotola. Qu'est-ce que vous y faites concrètement? Mais le Cerdotola, comme son acronyme ne l'indique peut-être pas, c'est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Le Cerdotola est une organisation interétatique, donc une organisation intergouvernementale mise en place au Cameroun il y a 43 ans exactement. Lorsque, à la faveur de la décennie sur l'histoire et les langues d'Afrique, n'est-ce pas, l'OUA, à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine, en accord avec l'UNESCO, a décidé de doter l'ensemble de l'Afrique d'un certain nombre d'institutions qui interrogent les connaissances patrimoniales de l'Afrique et qui puissent participer à la promotion des langues d'Afrique. Pour les interroger simplement, vous n'apportez pas de réponse? Alors, il faut problématiser pour trouver les voies de solution. Absolument. Donc évidemment, la question au fond des institutions comme le Cerdotola, c'est de s'approprier les stocks de connaissances qui font la valeur des patrimoines africains et en même temps d'identifier le potentiel inscrit dans ces stocks de connaissances dont les langues ne sont jamais que le véhicule. Donc vous voyez qu'il y a une parfaite osmose entre langue, culture et patrimoine, n'est-ce pas, qui fait que au fil du temps, le Cerdotola s'est interrogé depuis une dizaine d'années pour se démarquer du regard strictement ethnologique, du regard strictement exogène de la science occidentale sur l'Afrique. Puisque pour eux, documenter les traditions africaines, ce serait donc quoi, un regard africain sur la science? Il s'agit aujourd'hui pour le Cerdotola que nous avons rebâti, et avec l'accord des États, de projeter et de positionner effectivement les patrimoines, les arts, les cultures, les langues de l'Afrique, non pas seulement comme objet de contemplation ou d'archéologie, n'est-ce pas, que l'on pourrait retrouver dans des musées ou dans le souvenir ou dans une mémoire orientée, mais comme socle de toute l'existence africaine, comme source et ressource de toute mobilisation des forces et du génie créateur africain au service des temps de l'Afrique, des temps nouveaux de l'Afrique. Et donc, dans la foulée de ces interrogations, la toute dernière, c'est celle qui concerne l'émergence de l'Afrique. Vous la voyez sur le socle des traditions.
Commençons peut-être par savoir ce que vous entendez par tradition, vous, dans cette perspective. Mais écoutez, les traditions, c'est tout. C'est vous, c'est nous. Nous venons de quelque part. Tel que nous sommes là? Tel que nous sommes là. Vous voyez, nous sommes en costume et cravate tous les deux. C'est une tradition. Mais nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes vêtus selon une certaine tradition que nous avons décidé, vous et moi, de nous approprier. Nous sommes dans le paraître, dans l'apparat. Il y a l'homme, il y a les identités. Il y a tout ce qui a fondé le regard de l'homme sur son environnement, le regard de l'homme sur son temps, le regard de l'homme sur les évolutions qui lui sont imposées, et qui a justifié que l'homme, en posant ce regard, décide de transformer son environnement, de le modeler et de le projeter pour pouvoir y vivre dans le confort le plus absolu, en répondant aux principales questions qui sont les questions existentielles. Qui sommes-nous? Qui est-il? Au sens le plus noble de la réflexion philosophique. Comment sommes-nous arrivés là où nous sommes? Pourquoi sommes-nous là? Et que faisons-nous de ce que nous avons reçu de la nature? Donc, d'où l'idée de transformation de la nature et de construction donc d'un certain nombre d'agrégats, n'est-ce pas, d'artefacts et de modèles qui vont être pérennisés, qui vont être transmis de génération en génération. Et les modèles ne sont pas que matériels, ils sont aussi immatériels. C'est ici que la valeur intervient, les valeurs en partage qui sont construites au fil du temps, retenues par les différentes générations comme celles qui peuvent pérenniser à la fois la communauté et l'homme, l'individu, celles qui peuvent permettre de sauvegarder et de préserver ce qu'on appelle les acquis et qui peuvent donc être remises en compétition avec d'autres formes, d'autres sources qui interpellent l'humanité selon que l'on se trouve de tel ou tel côté de l'environnement global. De manière plus pratique, professeur Binam Bikoy, la tradition c'est quoi? C'est la façon de s'habiller, de manger, de voir? Vous y êtes. Vous y êtes au sens le plus simple. Je ne veux pas entrer dans les définitions anthropologiques, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce sens simple que je souhaite pour nos téléspectateurs. Alors, se nourrir, s'alimenter, se vêtir, se soigner, vivre avec l'autre, organiser les différentes formes de convivialité, dominer ses savoirs et les pérenniser, n'est-ce pas? Voilà de quoi faire l'essentiel de la tradition. Alors, certaines de ces traditions sont pratiquement en train de disparaître. Que faites-vous au Cerdotola et que préconisez-vous même dans cet ouvrage pour les préserver et même intéresser la jeunesse? Alors, les traditions, vous avez raison, sont sous la menace de la globalisation, disons les choses comme cela. Elles sont sous cette menace, mais ce n'est qu'une menace, j'allais dire, apparente, parce que la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, c'est paradoxal. Nous parlons le français, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas à la disparition? Non, je ne crois pas du tout que nos traditions soient en perdition. Je ne parle pas de la disparition. En perdition parce que... Moi, je parlais de la disparition. Il y a des gardiens de la tradition. Et nous sommes nos traditions. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Vous savez, regardez comment fonctionne... nous sommes à Yaoundé. Regardez comment fonctionne la cité. Le mouvement qui se crée entre le jeudi et le dimanche, c'est un mouvement de retour vers les terroirs, systématiquement. Les gens vont vers leurs terroirs, pas seulement l'élite, tout le monde va vers les terroirs. C'est le moment des fêtes dans les villages, c'est le moment des enterrements et des funérailles, n'est-ce pas? On tourne le dos à ce que l'on pourrait appeler la tradition que nous avons, la tradition acquise des autres, pour aller se ressourcer, se remettre en confiance, n'est-ce pas, avec ce que nous avons de plus cher, notre identité. Donc ce mouvement l'a traduit à lui seul. C'est cette migration du retour vers les terroirs que l'on peut observer
systématiquement dans les villes africaines. Et vous en concluez que les traditions ne sont donc pas... Les traditions restent une demande sociale vivante des peuples africains et se tromperait qui croirait, qui viendrait à croire que parce qu'on parle le français ou l'anglais, on a mis fin à nos traditions. On vous le concède, professeur. Maintenant, l'émergence, qui est devenue un concept un peu passe-partout, les politiques, les universitaires en usent régulièrement. Dans votre entendement, à quoi renvoie l'émergence? Mais il n'y a pas d'émergence en dehors des immersions volontaires ou involontaires. Alors, nous pensons au Cerf d'Otola que, perçu comme tel, cette émergence-là est encore un piège de l'histoire pour les Africains. Il faut sortir des émergences voulues par la science, la connaissance, la politique ou plus simplement la pensée dominante du monde dominant et du monde des puissants qui gouvernent l'Afrique depuis 6 siècles et qui terrorisent l'Afrique. Qui terrorisent l'Afrique, qui terrorisent ses valeurs, qui terrorisent et qui ont enfoui précisément ses patrimoines, ses identités, les reléguant au dernier rang, dans le dernier compartiment de tous les trains qui partent vers ce qu'on appelle le développement, et en les reléguant vers comme simplement une région productrice de ressources au premier degré, ressources humaines qui peuvent servir. On l'oublie souvent, les bouts de bois de Dieu que l'on a transformés en esclaves, mais aussi les ressources naturelles du sol et du sous-sol. L'Afrique est cette terre-là, qui est cette réserve naturelle pour le monde global dominant, et les émergences qui veulent s'inscrire dans la vision économiste et économiciste même, qui domine le monde depuis 2 siècles dans le sens de la division internationale du travail. Si cette Afrique-là veut épouser les termes de référence des émergences ou de l'émergence comme vous l'appelez, en s'appuyant sur la division, votre terme dans sur la division internationale du travail, eh bien elle a tout faux. Nous pensons l'émergence vue du point de vue de l'Afrique. Donc une nouvelle pensée économique authentiquement africaine qui ne s'appuie pas sur les référents qui dominent la construction économique du monde, mais qui déconstruit cette division internationale du travail inscrite dans la pensée économique occidentale. Quels seraient ces référents, professeur Charles Bilal vous les connaissez. Notamment, peut-être pour revenir aux traditions, et quelles seraient, selon vous, les traditions qui seraient plus à même de favoriser cette émergence et qu'il faut préserver? Toutes nos traditions sont bonnes, celles qui sont évidemment positives. Vous n'exagérez pas un peu? Non, je dis dans le sens de votre question. Je ne dis pas que tout soit bon. Mais dans le sens, sens que vous voulez donner. Oui, dans le sens que nous donnons, toutes nos traditions sont bonnes. Ces traditions sont les traditions spirituelles, elles sont les traditions de gouvernance, elles sont les traditions de partage et de convivialité, elles sont évidemment des traditions de production. Et c'est là que nous nous intéressons à l'industrie et à l'économie. Parce qu'on oublie toutes les trois que je viens d'évoquer, si vous voulez, mais on s'attache à l'économie, c'est-à-dire la production, la transformation, la distribution, la consommation. Ici, toutes nos traditions sont en fait l'expression du génie africain de nos ancêtres. Je ne sais pas... Et il faut les conserver, y compris s'il s'agit de sorcellerie et de maraboutisme. Non, ce sont de bonnes choses. Nous sommes dans l'ordre de... Alors, qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie? C'est un autre débat et je voudrais l'évacuer ici. Est-ce qu'elle ne fait pas partie des traditions, la sorcellerie, quel que soit l'entendement qu'on peut en avoir? Je crois que le terme sorcellerie n'est pas un mot africain. Donc, ceux qui l'ont... C'est bien un mot français. Voilà, nous nous exprimons en français. Qui se réfère bien à une situation française. Mais lorsqu'on applique sorcellerie... Et le maraboutisme.
lorsqu'on applique sorcellerie, maraboutisme, tout ce que fétichisme et tout ce que vous voudrez sur des comportements, des productions ou des valeurs auxquelles on n'a absolument rien compris, eh bien, je le dis, on a tout faux, on est passé à côté. Et si vous voulez, s'agissant de ce que vous appelez sorcellerie, qu'est-ce que nous faisons donc dans les rituels qui accompagnent la vie spirituelle qui nous est imposée et que nous avons adoptée par ailleurs? On n'y va pas sans faire un peu de sorcellerie. Moi, je suis chrétien catholique. Il arrive que quand je remplis les conditions imposées par mon église, que je communie. Alors, quand je vais à la communion, c'est le geste le plus avancé et le plus cher à tout chrétien. Qu'est-ce que la communion? C'est la consommation du corps et du sang de Jésus-Christ. Vous êtes là dans la tradition religieuse? Nous sommes dans une tradition dite moderne. Alors, nous arrivons au moment de la consécration, il y a consubstantialisation. Hein? Il y a une consubstantiation, n'est-ce pas? Le corps, le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie au premier degré tel que vous le dites? Question simple. Mais quand on dit la même chose, oui. Lorsque il y a un deuil au village, on vous dit c'est tel vieillard ou telle vieille personne qui serait l'auteur du départ de celui que l'on regrette, que l'on pleure. On doit, si cela existe réellement, conserver ce type de tradition? Je ne sache pas qu'il faille donner plus d'importance à ce genre de déclaration qu'on ne peut en donner aux mensonges de d'une certaine presse ou de certains organes de presse quand il s'agit de parler de l'Afrique. C'est exactement sur le même registre. Il ne s'agit pas de la presse à ce niveau-là. C'est ce que nous vivons dans nos villages. Oui, mais nous le vivons parce que dans le subconscient, les gens ont été ciblés, hein, et on vous dit il n'y a pas de mort sans cause. Alors dans la recherche de la cause de la mort, il arrive que la pensée soit bloquée, arrive à un niveau de blocage tel que on vous dise, on ne voit pas d'autre issue que d'identifier un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire n'est pas forcément la tradition. Il intervient peut-être pour sauver une situation et éclairer de nouveau une voie vers la vie. Et généralement, ce bouc émissaire n'est pas mis à mort dans la plupart des traditions africaines. S'il est désigné, il a le devoir de faire amende honorable, qu'il l'ait commis ou pas. S'il est désigné comme bouc émissaire, la tradition veut qu'il pose un certain nombre de gestes et qu'un certain nombre de rituels, de rites de sanation, de purification de la société, de la communauté, pas seulement de cet individu, soient mis en branle pour rétablir les équilibres de la société et faire en sorte que l'on préserve la vie, pas la vie pour celui qui est parti, mais pour ceux qui restent et pour que jamais plus ne se reproduisent de telles forfaitures au cas où il y aurait effectivement lieu de croire qu'un individu eût pu attenter par des voies sordides et occultes à la vie de tel ou tel. Mais ceci dit, je saisis l'occasion de cette question pour vous dire qu'il y a effectivement derrière tout cela un ensemble vaste de connaissances et de savoirs occultes que l'Afrique a pu mettre en place. Cette connaissance, qui peuvent avoir ces des effets savoirs positifs ou négatifs, qui peuvent être mobilisés à tout moment pour servir de façon positive la marche en avant de l'Afrique. Très bien. Nous allons maintenant parler d'une institution qui sert également de manière positive la marche de l'Afrique, en tout cas au plan sous-régional, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Elle célébrait cette semaine ses 27 ans d'existence et je vous propose donc ce regard de Florence Mequeux sur les 27 ans d'existence de la CEMAC. Qu'a apporté le Cameroun et qu'est-ce qu'il a gagné?
Que serait la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sans le Cameroun? Question lourde de signification après 27 ans de coopération. Pays le plus important au plan démographique et économique, le Cameroun, membre fondateur de la CEMAC, occupe depuis des décennies le fauteuil de leader naturel et légitime de cette organisation sous-régionale. Le Cameroun à lui seul, c'est 40% du produit intérieur brut de la zone de la CEMAC. C'est le Cameroun qui détient également 40% des parts de marché et de la masse monétaire de la zone CEMAC. Lorsqu'on dit également que le Cameroun est le leader naturel, c'est sur le plan démographique. C'est plus de 25 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en termes de marché, c'est un grand marché. La diversité de son milieu naturel fait du Cameroun un État-grenier. Selon le dernier chiffre du ministère du Commerce, il y a 555 553 000 tonnes de marchandises que le Cameroun a lui exporté vers les pays voisins. Donc le Cameroun ici, là, on va dire, c'est la main nourricière. Autre actif à inscrire dans ce catalogue, la construction des routes intra-régionales Bertois-Garoua-Boulaye ou encore Douala-Yaoundé-Sambilima-Wesso, la création des marchés sous-régionaux, la réforme fiscalo-douanière réalisée avec succès, que des preuves traversées sur le chemin de l'intégration. Entre menaces sécuritaires, chocs pétroliers, égoïsmes nationaux et crises sanitaires liées au Covid-19, les économies des 6 États éprouvés, mais pas ébranlés, mutualisent à pas mesurés leurs efforts pour gommer les fragilités de l'espace CEMAC. En matière stratégique, nous avons vu le Tchad qui est venu secourir le Cameroun à la lutte contre Boko Haram, la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Tchad en matière diplomatique et stratégique dans la lutte contre Boko Haram. Le Cameroun a énormément tiré avantage de cette coopération. Les échanges au niveau de la sous-région du Cameroun, c'est au-delà de 25%. Le Cameroun représente pour les nombreuses populations en quête de paix un refuge assuré. Le Cameroun joue un rôle facilitateur dans des questions d'intégration sous-régionale. La preuve en est que nous avons des facilités à circuler quand vous êtes en règle. Généralement, on ne vous dérange pas. Ici au Cameroun, nous disposons de plusieurs facilités pour les études universitaires. Et pour l'obtention des cartes de séjour, nous ne souffrons pas beaucoup. Ma suggestion est que nous tous les ressortissants de la sous-région puissent converger vers un idéal de l'intégration. Les retombées d'un partenariat gagnant-gagnant décuplé grâce à la vision d'un homme d'État, le président Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Des 6 États de la CEMAC, il est attendu des initiatives audacieuses et courageuses à la hauteur des exigences pressantes qu'appelle un développement durable et inclusif de la sous-région Afrique centrale. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres. Tous sont dans le coude. Gardons la distanciation sociale. Professeur Charles Binam-Bikoy, une structure comme la CEMAC, quel rôle peut-elle tenir dans cette nouvelle formulation du développement du continent que vous élaborez dans votre ouvrage? Mais vous me voyez embarrassé et un tantinet souriant devant le rapport que nous venons de suivre. Il est ingrat. Je suis tout à fait embarrassé parce qu'on parle d'intégration, on parle de développement, hein, mais la question centrale, la problématisation centrale de l'intégration est complètement absente du compte rendu et du rapport que nous venons de vivre. Et c'est de là que vient tout le problème. L'essentiel, le cœur névralgique de ce qui peut faire la force des communautés économiques, hein, c'est d'abord la culture.
c'est d'abord les peuples, c'est d'abord les identités. Si vous mettez les identités sur la base de cette division que nous évoquions tantôt, parlant de la division internationale du travail, mais qui ne va jamais, pour s'agissant de l'Afrique, en se tenant loin de la fameuse conférence de Berlin où à 6000 km de l'Afrique, des gens décident avec une règle à la main de se partager, n'est-ce pas, comme un gâteau, un continent. Vous aurez toujours ce problème qui fait que le boulot de Samelima ou des Bolova ne se retrouvera pas frère de ce fils de la Guinée, n'est-ce pas, qui participe de la même culture, de la même histoire, de la même identité du peuple écan. Par exemple, pour ne prendre que cela, on va vous dire passeport, alors que on va construire même quelquefois des murs pour séparer les villages qui ont été divisés et qui se retrouvent avec les mêmes personnes, les mêmes cultures de part et d'autre d'une frontière artificielle imposée par la division internationale du développement. Donc, est-ce que ce que vous préconisez, de ces pièges-là, est-ce que ce que vous préconisez, professeur, dans votre ouvrage, ne nous met pas face aux mêmes contradictions? C'est-à-dire, nous avons le Cameroun qui est une mosaïque de peuples et donc de traditions, l'Afrique également, qui en a autant que de peuples. Comment agréger tout cela pour parvenir à un socle, on va dire, unique? Je vais vous dire, j'attends pas que vous finissiez votre question. C'est évidemment l'illusion que nous a imposé une fois de plus le regard de l'autre sur nous. Vous savez, je peux prendre l'exemple du pays des Grassfields, n'est-ce pas, au Cameroun, où nous identifions dans l'atlas linguistique que le CERDOTOLA a réalisé, n'est-ce pas, une bonne centaine de langues, de parler, ou de formes d'expression qui chacune se rattache à un village ou Mais dans la réalité, quand la sociolinguistique s'applique de manière objective sur le comportement des langues dans cette région-là, vous arrivez à une intercompréhension qui varie entre 60 et 100%. Peut donc se poser la question de savoir pourquoi émietter autant, là où on pourrait sortir par une volonté politique avérée, mettant ensemble des scientifiques outillés, on pourrait sortir tout simplement une langue parmi faisant recours à toutes ces autres langues, puisque et qui ne soit pas le pidgin, puisque vous parlez de langue, a vulgarisé dans cette région-là. Vous croyez que l'Afrique peut avoir par exemple une langue qui serait comprise et parlée de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud? Pourquoi demander à l'Afrique ce que d'autres n'ont pas eu besoin de faire? Nos langues sont nos richesses, sont une richesse et sont l'expression de la puissance du génie africain. Nous sommes le continent qui compte le plus grand nombre de langues sur la planète Terre. Comment agréger dans ces conditions? C'est une expression de la valeur, de la validité et de la capacité des habitants de ce continent à être hommes, c'est-à-dire à créer de la culture, n'est-ce pas? Et la culture commence par les langues. Donc, nous ne pouvons pas faire de nos langues, de la diversité, de la multiplicité des langues africaines, une faiblesse ou une raison de nous opposer. Par contre, je peux convoquer l'histoire pour vous dire qu'avant la règle coloniale et le partage de l'Afrique, les Africains ont vécu avec toutes ces langues-là et ont communiqué, et ont voyagé, et ont construit des espaces où ils vivaient ensemble, où ils commerçaient ensemble, où ils faisaient des choses sans que les langues soient un obstacle. Les langues commencent à devenir un obstacle le jour où les Africains eux-mêmes deviennent propriétés de maîtres qui ne sont pas africains et qui leur imposent d'avoir une vision autre que celle qu'ils avaient eue avant.
Donc voilà le problème. Le problème n'est pas de choisir une langue unique pour l'Afrique. J'ai toujours regardé avec beaucoup d'amusement cette volonté justement à l'Union africaine de mettre par exemple le Kiswahili comme une langue. Le Kiswahili est une lingua franca. Ce n'est pas une langue africaine. C'est une construction voulue à un moment donné et poussée par des gens. Qu'est-ce que vous proposez donc, professeur Charles Binambikoli? Documenter toutes les langues de l'Afrique. Laisser les langues se mettre en compétition comme elles l'ont toujours été et mettre les scientifiques au travail pour que les apparentements soient identifiés et que là où les langues peuvent, qui sont quelquefois des langues transfrontalières, peuvent permettre de résoudre les problèmes de communication, qu'elles émergent, parce que les langues sont toujours en compétition et c'est des êtres vivants qui naissent, vivent et meurent. Notre problème, notre travail au CERDOTOLA, c'est de documenter toutes les langues de l'Afrique, telles qu'elles sont. Quand on les a documentées, il n'est pas dit que c'est notre génération qui va s'en servir au mieux. Notre rôle à nous, qui est un rôle capital pour créer l'avenir et préserver la connectivité de l'Afrique dans son histoire, c'est d'abord de documenter tout cela, de le rendre disponible avec les moyens de la technologie d'aujourd'hui, les moyens de la science aujourd'hui, retourner le regard et nous dire nos langues ne sont pas une faiblesse, nous pouvons aller épuiser à tout moment et nous pouvons, à partir de ce que elles nous proposent comme vision du monde, comme projection de notre rapport à la nature, tirer de nouvelles ressources, de nouvelles forces pour construire l'avenir. Ok, pour les langues, parlons plus généralement des traditions. Oui. De votre point de vue, est-ce qu'il existe un marché pour ces traditions au sens économique ou alors c'est un espace à construire en Afrique? Alors, je vous dis ceci. Vous m'avez posé une question qui est fondamentale. Est-ce que les Africains ont su manger à leur faim? Est-ce que les Africains ont su se soigner, soigner les maladies et les pathologies auxquelles ils ont eu à faire face? Est-ce que les Africains ont adoré quelque chose au-dessus d'eux? Est-ce que les Africains ont réussi à développer des formes d'architecture adaptées à leur milieu? Est-ce que les Africains ont préservé leur environnement, leur écologie et l'ont géré de manière rationnelle? Nous répondons oui à tout cela. Si tant est que les Africains soient des hommes, ils ont fait tout cela et ils l'ont fait de fort belle manière. Si vous regardez l'histoire, par exemple, des pathologies, les grandes pestes qui ont émaillé l'histoire de l'humanité, nulle part vous ne trouverez, dans l'histoire récente, à partir du Moyen-Âge, vous ne trouverez l'Afrique au cœur de ce genre de situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de maladie, mais il y a toute une structuration des systèmes de santé que les Africains ont construit. Ça, c'est des traditions africaines. Pour parler de l'histoire récente... C'est ce que le chef de l'État camerounais appelle le retour aux connaissances et aux ressources endogènes. Justement, pour en parler, professeur Charles Binambikoli, il y a la pandémie à coronavirus qui sévit en ce moment et le président a préconisé, encouragé en tout cas la recherche d'un traitement endogène. Je vous propose de nous arrêter un moment pour faire le point et savoir où est-ce que le Cameroun en est avec la recherche d'une solution endogène. C'est l'enquête d'actualité que signe Martine Noël Dengue. Le remède traditionnel à la côte, l'avènement du Covid-19 en rajoute. Seulement, aucune reconnaissance officielle de son efficacité pour le moment dans le protocole de traitement du virus de l'heure. Les réalisations culturelles, technologiques ou scientifiques africaines ne pèseront d'aucun poids tant qu'on attendra qu'elles soient évaluées selon les paramètres de l'Occident. N'attendons pas que les médecins modernes viennent nous évaluer. Que non, c'est pas eux. Parce que le combat est un combat doctrinal, il est un combat idéologique.
Le 19 mai 2020, dans un discours à la nation, le président de la République, Paul Biya, encourage les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. De nombreux remèdes ont été proposés comme celui de Georges Dieffé. Le tradithérapeute a pris part jeudi 18 mars 2021 à une concertation irrelative présidée par le ministre de la Santé publique. Pour lui, l'horizon s'annonce clair. Il avait une autre résolution qui m'a beaucoup marqué, était que quand tu as un produit qui soigne le coronavirus, il faut que tu amènes ça à l'ANACOM. Tu viens enregistrer ça là-bas. Et puis maintenant, ils vont faire tous les examens gratuits. Tu n'auras pas droit de sortir encore même 5 francs pour les examens. Parce que pour faire l'examen de laboratoire, il faut au moins 5 à 6 millions pour compléter tout. Mais le ministre a décidé qu'un tradipraticien ne doit pas sortir l'argent pour ça. Maintenant, c'est le gouvernement qui va sortir l'argent pour sponsoriser toutes les recherches de médecine traditionnelle, surtout pour le produit de Covid-19. Le chemin vers la certification de ces potions contre le virus à cornes reste long, même si l'on avoue que certaines d'entre elles peuvent être efficaces. Certains des produits qui nous sont parvenus au niveau du LANACOM et même au niveau de la faculté ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'innocuité. Parce que sur le plan bactérien, c'est pas tout à fait bon et autres. Bon. Il faut que les praticiens fassent leur traitement comme avant. C'est-à-dire, si c'est la tisane, si c'est la décoction. Les patients qui ont leur praticien par consentement éclairé vont accepter ou vont demander, n'est-ce pas, que leur praticien vienne leur donner le produit dans le cadre de la prise en charge. Hein. Donc on parle ici d'une prise en charge complémentaire. Donc la médecine traditionnelle n'est plus alternative pour accompagner la prise en charge du Covid au Cameroun. Elle devient complémentaire de la médecine actuelle. Une avancée qui augure des jours glorieux pour le remède traditionnel dans le protocole de traitement anti-Covid au Cameroun. Le Covid-19 existe. Il tue. Il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu. Je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque, comme je le fais, aussi simplement. Professeur Charles Binam-Bikoy, ce que nous venons de suivre là vous met totalement à l'aise. Oui, je suis bien aise de saluer cette véritable avancée vers le mieux que nous prêchons. Le mieux, c'est en ce siècle où tout le monde est connecté, le mieux, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui, qui construit l'Afrique de demain, se reconnecte à son histoire dans toute la complexité de cette histoire. Et l'histoire des systèmes de santé n'est pas la moindre, puisqu'il faut que des hommes sains puissent porter ce que vous appelez les traditions à travers les traditions de santé, qui est médecine, les médicaments, les pharmacies qui ont été mises en place par nos ancêtres. À partir de votre domaine. Le Cerdotola a cru devoir interpeller le monde africain dès le mois de novembre 2020 à travers une publication, un manifeste pour une Afrique structurellement déconfinée, où nous constatons précisément que ce qui a été promis à l'Afrique, parce que les questions restent entières, hein, celles qui se posent sur l'origine de cette épidémie ou de cette pandémie, et sur les tenants et les aboutissants de toute cette problématique. Les questions restent totalement entières. Mais la vérité est que ce qui avait été annoncé à l'Afrique ne s'est pas produit dans les temps voulus, attendus. Et c'est au contraire, c'est le contraire que l'on observe, où l'on avait cru qu'il suffit, que ce serait une balade de santé pour ceux qui dominent le monde.
on s'aperçoit bien qu'une bombe nucléaire, n'est-ce pas, ne peut pas détruire un petit virus. Et qu'il faut donc revenir à des fondamentaux beaucoup plus qui interpellent tout simplement l'humanité dans sa plus simple, sa plus humble expression. Et à ce niveau-là, l'humanité africaine dispose des mêmes ressources de l'intelligence, de la requête de solutions aux problèmes qui peuvent se poser à ses fils, à ses filles sur leur terroir. Et c'est à partir de chaque terroir que l'on trouve les ressources pour répondre aux situations qui se présentent. Et c'est tout le sens du recours à l'endogénisme. On ne peut pas être, disait le professeur Kizerbo Joseph, on ne peut pas être couché sur la natte d'autrui et espérer avancer. Il faut construire, il faut tisser sa natte, n'est-ce pas? Parce qu'à tout moment, autrui peut vous retirer sa natte. Votre natte, donc, c'est l'indus tradition. Notre natte d'aujourd'hui, elle est consacrée par ce concept nouveau. Qu'est-ce qu'il apporte de singulier, de particulier, de différent, qui n'est pas été préconisé, par exemple, par les panafricanistes ou alors les auteurs de la Renaissance africaine? Eh bien, l'indus tradition accomplit ce qui a été fait. C'est une continuation. C'est une continuation et une consécration de tout le travail qui a été fait. Et il ne rejette pas. Ce qu'il rejette, ce qu'il déconstruit, c'est l'idée que par les ressources et les apports extérieurs en exclusivité, l'Afrique peut se mettre sur les voies de son développement ou de son émergence. Vous reconnaissez vous-même que l'Afrique n'est pas encore totalement décolonisée, en tout cas au regard de la manière dont les États fonctionnent, interagissent, ainsi de suite. Est-ce que vous ne craignez pas de frapper un coup d'épée dans l'eau? Non. Alors que les structures sont restées les mêmes, y compris les structures mentales? Non, justement, c'est à ces structures mentales, vous faites très bien de tomber sur les pieds là-dessus, c'est à ces structures mentales-là que nous nous adressons. Parce qu'elles ne sont jamais prisonnières, n'est-ce pas? Mettez un homme entre quatre murs, dans une cage. L'esprit continuera de fonctionner et l'homme survivra à la cage et continuera de développer justement à partir de ces structures mentales. C'est à celles-là que nous nous adressons. Il faut que les Africains se réveillent. Vous avez eu la bonne idée de citer en exergue Alain Peyrefitte, n'est-ce pas, évoquant la Chine il y a 44 ou 43 ou 44 ans, quand la Chine s'éveillera. Nous vivons cela aujourd'hui. À l'époque, tout le monde rigolait. Tout le monde riait. Mais il y a des gens qui n'ont pas ri, qui ont pris cela au sérieux, qui ont bâti des think tanks uniquement dédiés à empêcher que la Chine, justement, ne se réveille. Donc, mais les Chinois, eux, se sont réveillés. Et j'ai un jeune collègue qui a publié un ouvrage il y a 4 ou 5 ans, que j'ai eu le privilège de préfacer. Il est enseignant dans des universités de Suisse. L'ouvrage est intitulé « Quand les Africains se réveilleront ». Maintenant, notre problème, ce n'est pas que l'Afrique, vague concept, se réveille, c'est que les Africains se réveillent, se mettent debout. Comment se mettre debout? D'abord, se décomplexer, qu'ils décolonisent leur mental, qu'ils se déconfinent structurellement de tous ces pièges qui leur ont été tendus et qui restent tendus. Vous ne pouvez pas avancer. Regardez Qu'est-ce qui peut entraîner un tel changement, professeur? C'est la politique? La prise de conscience, commençons par la culture. Revoyons, et là la politique est toujours convoquée parce qu'elle est évidemment l'outil suprême pour avancer vers l'essentiel. La politique est convoquée pour que les systèmes d'éducation ne soient pas des systèmes d'enfermement de la pensée et des structures mentales du jeune Africain dans le servage et la servitude coloniale mise en place depuis l'aube de la traite négrière. Il faut que les Africains sortent de ces carcans-là qui leur ont été imposés. Que dans le domaine de la communication, les organes de presse cessent d'être des caisses de résonance d'une pensée unique,
d'une pensée forcément unique. Vous avez l'impression que c'est le cas? C'est le cas. La presse africaine? L'essentiel des organes de presse d'Afrique. Y compris la CRTV? Heureusement non. J'ai le sentiment que la c'est rassurant, CRTV, sinon l'émission allait s'arrêter. Je ne serais pas assis à cette table, je vous remercie. Mais je voudrais d'ailleurs saisir l'occasion pour saluer la clairvoyance de la CRTV par rapport à ce concept, parce que nous sommes ici devant un tournant de l'histoire. On ne le dira jamais assez. Je ne suis pas là pour faire la promotion du livre. Je suis là pour faire la promotion de la pensée qui est contenue dans ce livre, parce que ce n'est pas la pensée d'un individu. L'industrie-tradition. L'industrie-tradition, la CRTV, à travers son directeur général, a tout de suite saisi qu'il y avait peut-être une fracture de l'histoire qui s'annonçait, en tout cas un virage qui pouvait s'amorcer. Et la CRTV s'est mise au rendez-vous de cette marche en avant qui va certainement servir de point de lancement, point de lancement d'une nouvelle conception des êtres et des choses par rapport à l'Afrique. Charles Binambikoy, vous étiez au village la dernière fois quand? J'y suis tous les jours, moi. Si on peut dire, parce que Yaoundé est un grand village. Est-ce que vous observez que les jeunes ne sont plus nombreux au village, une sorte de désertion? Les jeunes, ils sont ce que nous voulons qu'ils soient. Si le village, c'est le lieu de la ruralité absolue, moyenâgeuse, et que sais-je encore, où il n'y a ni route, ni eau, ni électricité, puisque c'est ça les différents agrégats que l'on convoque quand on parle du développement. Oui, évidemment, ce village-là, les jeunes n'en veulent pas. Mais ce village des cœurs, ce village des esprits, où l'on n'est jamais sûr de soi qu'en famille, que dans le cercle de la communauté, dans le cercle de ceux qui partagent ce que vous mangez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, comme dans votre manière d'agir, ce village-là existe toujours. Voici donc le regard des jeunes sur leur tradition. C'est la chronique sociale que signe Laurent Sokalia. Chez les Nanga, si un enfant pisse dans la nourriture, la mère ne doit plus manger, sinon l'enfant va être stérile. Tendre l'oreille à la culture pour entendre retentir l'appel des racines. Les Bamous ont plusieurs traditions. Notre symbole, je ne sais pas, de tête. Les parents orientent beaucoup en ce qui concerne la culture. En m'envoyant par exemple au village, il fait un mois, 2 mois. Savoir d'où l'on vient. On a l'habitude de partir au village avec maman. Elle nous encourage à partir au village, à parler notre patois. De temps en temps, elle nous parle ça à la maison. Je suis étonné et ma langue est à parler. Ils sont rares, ces jeunes, en contact avec leur terre, puisqu'il paraît qu'elles sont douteuses. Papa dit qu'il y a beaucoup de sorcellerie là-bas, c'est pour ça qu'il ne nous amène pas là-bas au village. Les sorciers ont délié les langues, suffisamment pour que personne ne parle. Non, je ne connais pas ma langue, je ne parle pas. Et puis, je ne suis jamais allé dans mon village. Je ne connais pas trop les traditions parce que je ne parle pas régulièrement au village, à part pour les deuils. Mais un jour, ils viendront. On se retourne toujours vers ses repères. En attendant, on est ensemble. Professeur Charles Binambikoy, une réaction rapide pour recadrer peut-être une ou deux choses que nous avons suivies dans ce reportage. J'ai entendu cette jeune fille qui parle de ses patois, son patois. Pour parler de sa langue. C'est ça, il faut décoloniser le langage, il faut décoloniser le lexique pour déverrouiller le mental des jeunes et des enfants que nous avons. Elle ne devrait pas dire patois. Elle devrait parler de sa langue, tout simplement. Pas de patois, mais qui est forcément péjoratif, n'est-ce pas? Et qui vous renvoie à je ne sais quoi, patois par rapport à une langue. Bon, mais là, passons. J'observe aussi qu'il y a quand même derrière une demande de retour. Il y a comme le retour aux sources. Oui, le regret, il est dans... Mon père ne m'a pas appris, mes parents ne m'ont pas... Alors, la responsabilité des parents que nous sommes est convoquée ici, et au plus haut niveau. Peut-être qu'une génération de parents
dont je suis moi-même, a pu être distraite à un moment donné en croyant que les choses allaient de soi. Il est temps que des politiques nous permettent de remettre les choses au centre, la balle au centre. Et ces politiques-là, elles ont, dans le cas du Cameroun, une chance inouïe aujourd'hui. C'est la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation. Internet, en tout cas, c'est aussi une des traditions de notre émission. Nous avons un réseau d'internautes qui suivent l'émission en ligne et qui envoient généralement des questions mises en musique par Daniel Mouadoumé de la rédaction web. Je vous propose de réagir rapidement peut-être à une seule question, celle de Niki. Pourquoi la tradition est-elle mise à l'écart de l'éducation nationale? Mais la réponse est dans la question. Parce que nous avons été colonisés et que les systèmes éducatifs qui dominent notre enseignement, notre éducation nationale, sont des systèmes d'extraversion de l'enfant pour le mettre au service de la cause dite mondiale, universelle, internationale, au mépris de ce que nous sommes nous-mêmes. Alors que l'homme doit partir de soi-même pour s'ouvrir aux autres et pour apporter ce que l'autre considère comme diversité, l'apporter comme supplément d'âme pour bâtir l'humanité globale. Pour partir de vous-même, Charles Binam Bikoy, je vous ai vu avec un smartphone tout à l'heure. Oui. On va considérer que c'est le tam-tam moderne, le tam-tam des Blancs. Est-ce que vous utilisez de la même manière le tam-tam africain, par exemple, pour appeler, pour communiquer, la même manière que vous utilisez votre smartphone? Ben, si je vivais un siècle plus tôt, j'utiliserais le tam-tam africain, alors que le smartphone n'existait pas, pour communiquer au plus vite. Parce que Bingono Bingono, qui est votre père et collègue ici, vous a démontré les ressorts de cet instrument, de cet outil de communication. Et je crois que le professeur Jacques Famendongo y est allé. Cela signifie que le tam-tam n'est pas votre violon d'Ingres, en tout cas. Non, le tam-tam, je sais, je puis même vous donner mon dan dans la tradition de mes grands-parents, où on disait cela donne du rythme à cette émission. Qu'on ne vienne pas me dire, parce que je suis moi-même capable de voir, qu'on ne vienne pas me dire, je suis moi-même capable de voir. Et c'est à cela que nous invitons quand nous disons décomplexons-nous. Décomplexons-nous. Qu'on ne vienne pas nous dire ce que nous sommes. Nous voyons nous-mêmes ce que nous sommes et nous sommes prêts à porter ce que nous sommes, notre identité, nos patrimoines, nos cultures, nos arts, notre puissance intérieure, notre spiritualité vers tout autre qui s'intéresse à nous et à qui nous nous intéressons. Lorsque nous avancerons avec ce que nous sommes, Mourabemekat, Mamen Mayen, Mouraloba Merementehe, Megouene Meremo, Dimekenek. Donc j'avance avec ce que je tiens et ce que je porte. Heureusement que vous avez traduit pour nos autres téléspectateurs. Ben, vous voyez, on peut traduire toutes les langues. Pour finir, votre livre et tout ce que nous venons de dire là sont à peu près une projection d'une Afrique idéale ou alors idéalisée. C'est un peu comme cette cité idéale dont parle Platon. Est-ce que vous pensez aussi, comme lui, que la cité et donc l'Afrique ne sera mieux dirigée que quand les philosophes seront rois et les rois philosophes? Ben, on voit où finissent les philosophes, ils vont tous en enfer. Mais nous faisons beaucoup mieux que ça. L'industrialisation est une convocation pour un ordre nouveau au service de l'Afrique. Et cet ordre nouveau ne sera pas bâti sur la base de prescriptions et d'injonctions imposées à l'Afrique et aux Africains. Cet ordre nouveau doit sourdre du plus profond des intestins et de l'historicité de notre rapport au monde pour porter le génie créateur des Africains. Si nous avions eu plus de temps, je vous aurais montré uniquement dans le sens de l'économie et par rapport à la projection de l'Union africaine 2063, quelle est la distanciation qui nous sépare de la vision 2063 de l'Union africaine? Parce que nous pensons que l'Afrique
au CER de Tola, nous en sommes persuadés en mettant en œuvre les ressources de sa culture, de ses cultures et de ses patrimoines, l'Afrique est capable de rattraper, de résoudre ses problèmes et de se projeter en continent d'émergence à l'horizon 2045-2050, 13 ans avant l'échéance de l'Union africaine. Il vaut mieux terminer par une telle conviction, et je voudrais considérer que ce que vous avez dit au sujet des philosophes n'est qu'une note d'humour, sinon vos collègues qui sont philosophes vous en voudraient. Mais nous sommes tous philosophes, puisque nous ne pouvons pas lancer des concepts si nous ne y mettons pas ne serait-ce qu'un zeste de philosophie. Mais vous n'allez pas terminer en enfer. Non, l'enfer, c'est la panse. Lorsque les philosophes acceptent de déchoir, n'est-ce pas, de la capacité de penser par eux-mêmes pour être les caisses de résonance et les tubes digestifs de la pensée platonicienne. Merci, professeur. Au lieu de servir la pensée africaine, au servir vers les contradictions que contient justement la pensée platonicienne. Merci, professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du CER de Tola. Ça a été un plaisir de vous avoir à cette émission. Je vous remercie et je remercie la CRTV pour ce rendez-vous historique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette émission Actualité Hebdo qui s'achève. L'actualité reste et demeure toujours ici. Bonsoir.